Alors, deux grands thèmes pour ce sommet européen. Voter le budget pour les 7 prochaines années, 1100 milliards, et voter le plan de relance de 750 milliards. Comment aider les pays européens les plus affectés par la pandémie? Comment manœuvrer entre pays du Nord et pays du Sud? C'est un vrai casse-tête ce week-end pour les 27. On en débat avec nos deux invités. Guillaume Roty, bonsoir. Vous êtes le porte-parole de la Commission européenne en France. Bonsoir. Et puis avec nous depuis Bruxelles, Philippe Lamberts, député européen belge, coprésident du groupe des Verts au Parlement. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Philippe Lamberts, c'est l'avenir de l'Europe qui est en jeu en ce moment. C'est le sentiment ce week-end à Bruxelles? Oui, je pense que ce n'est pas exagéré de le dire. Le président Macron l'a d'ailleurs dit en arrivant. Si nous ne sommes pas capables d'avoir un plan de relance commun, ce qui va se passer, c'est que les États membres vont être laissés seuls, chacun individuellement, face au défi de la reconstruction économique. Et il se fait que les États membres ne partent pas tous du même point de départ et n'ont pas tous été affectés de la même façon. Autrement dit, si nous restons dans une logique du chacun pour soi, les tensions que la zone euro a connu dans les années de la crise avec la Grèce apparaîtront comme une promenade de santé par rapport à ce qu'on va connaître. Autrement dit, ce qui se joue, c'est potentiellement l'explosion de la zone euro et je ne pense pas que l'Union européenne survivrait longtemps à un abandon de la monnaie unique. Autrement dit, si l'Union européenne n'est pas capable de jouer collectif dans un moment comme celui-ci, on peut se demander, mais alors, quelle est sa raison d'être? Guillaume Roty, vous êtes d'accord, l'Europe risque l'éclatement? C'est clair que les enjeux sont vraiment très importants. C'est une des négociations les plus difficiles peut-être qu'on aura connues dans le domaine européen. Et tous les chefs d'État, en arrivant au sommet ce matin, ont commencé par ça, à dire la négociation est très difficile, mais ils ont aussi tous mentionné à quel point elle est importante. Donc c'est à la fois des enjeux forts, beaucoup de risques, un risque d'échec de négociation qui aurait des conséquences vraiment négatif pour les citoyens européens et pour le message que ça enverrait au monde, mais aussi beaucoup d'opportunités parce qu'il s'agit de faire quelque chose d'assez historique qui est de créer ce plan de relance ensemble et à des montants inédits. Et comment se passent ces négociations? Vous en avez des échos? Alors pour l'instant, il y a eu pas mal de tours de table entre les 27 chefs d'État où chacun a pu exposer sa position. Là, ils sont en break, ce qu'on appelle, avant de reprendre le dîner à 20h pour pouvoir continuer les discussions et le sommet dure encore demain. Donc il y a du temps, mais il y a beaucoup de choses dont il faut parler. Philippe Lamberts, est-ce qu'il faut ressouder une Europe qui s'est déchirée pendant la crise sanitaire? Oui, non, je veux dire, c'est vrai que les réactions initiales au niveau de la crise sanitaire, c'était le chacun pour soi, mais on a aussi vu que passé le premier effet de surprise, il y a eu de la solidarité. Je veux dire, les hôpitaux allemands ont ouvert leurs portes à des patients français, les productions de masques et de respirateurs, finalement, ont pu circuler plus facilement en Europe, mais tout simplement, la politique de santé n'est pas une politique de compétences européenne, donc on a dû faire avec des compétences qui restent des compétences nationales. C'est un peu comme à l'époque de la crise de l'asile, où en fait les États membres ont décidé de garder la compétence asile et migration dans leurs propres mains, et on s'étonne ensuite qu'on réagisse en ordre dispersé. Ben non, c'est organisé comme ça. Et je pense que les citoyens réalisent en fait qu'on a intérêt à avoir plus d'Europe dans ce domaine-là. Et je pense que le fait qu'un véritable plan de relance européen ait été proposé par la Commission après que l'idée ait été avancée par Merkel et Macron est quand même un signe que les temps changent. Autrement dit, en d'autres temps, vous auriez eu une sorte de plan Juncker qui était surtout un écran de fumée. Aujourd'hui, vous avez une proposition qui, en effet, est en fait révolutionnaire dans son idée, puisqu'il s'agit d'emprunter ensemble 750 milliards d'euros pour les dépenser ensemble. Et ça, c'est quelque chose de sans précédent. J'ai envie de dire, on tente ici, pour répondre à la crise, une union budgétaire limitée dans son objet, dans son périmètre, et limitée dans le temps. Mais si on réussit cet essai-là, alors peut-être que l'Europe pourra faire un saut fédéral important dans les années à venir. Mais en fait, on doit retisser de la confiance. Et ça, vous l'avez dit, la confiance fait défaut entre les États membres aujourd'hui et cet exercice peut reconstruire de la confiance. Mais si on mutualise la dette, Guillaume Roty, ce qui est un petit peu l'enjeu, on a entendu ce que disait à l'instant Philippe Lamberts, on est co-responsables les uns des autres comme jamais. Or, la crise sanitaire a quand même montré l'inverse. Il y a un changement de paradigme en Europe qu'il faut mettre en place? La logique du plan, c'est de dire cette crise, personne n'en est responsable et elle va toucher les pays européens de manière très distincte et sans qu'aucun pays n'y soit pour grand-chose. Et l'autre élément, c'est que
la prospérité européenne, on est tous très interdépendants et chaque pays est dépendant de la prospérité de son voisin puisque les économies sont très interreliées et comme le mentionnait M. Lamberts, on a aussi une monnaie commune qui fait qu'on partage ce bien commun et donc mais avec des nuances quand même, il y a les vertueux, les non vertueux, il y en a qui se font critiquer, d'autres pas. Est-ce que c'est un fédéralisme à marche forcée qui se joue ce week-end? Je ne suis pas sûr qu'il faille employer des grands mots comme fédéralisme. Là, notre idée, c'est de se dire on a un défi devant nous dans les années qui viennent, sans précédent d'un point de vue de crise économique. Là, on estime que la crise va être 2 fois plus grave en termes d'impact sur la croissance que la crise financière. Et on a pris les leçons de cette crise financière. On n'avait peut-être pas répondu assez ensemble suite à la crise de 2009. Et là, on se dit que si on arrive à aider les régions qui vont le plus souffrir de la crise, ça va aider tout le monde et on va pouvoir tous rebondir. Et un point que je voudrais mentionner, c'est que ce plan de 750 milliards d'euros, nous, on voit vraiment ça comme un investissement. C'est-à-dire, effectivement, on va emprunter ensemble, mais on va aussi investir ensemble et on va créer de la richesse pour les citoyens européens ensemble. Et donc, ce plan va normalement aussi nous amener vers des jours meilleurs. C'est au-delà du plan de relance, c'est en fait l'idée de l'Europe qui est en jeu, Philippe Lamberts? Absolument, absolument. C'est cette idée que finalement, ensemble, on est plus fort. Je me suis réjoui de lire l'interview d'Angela Merkel il y a quelques mois au Financial Times où elle disait, mais vous savez, même l'Allemagne, le plus grand pays de l'Union européenne, une des économies les plus fortes de l'Union européenne, ben, l'Allemagne est trop petite. Elle est trop petite pour faire face aux défis de ce siècle, pour peser sur les affaires du monde. Et le seul moyen pour l'Allemagne, premier pays de l'Union européenne par la taille de peser, c'est d'agir ensemble au sein d'une équipe qui s'appelle l'Union européenne. Et si c'est vrai pour l'Allemagne, ce l'est a fortiori pour tous les autres États membres. Certains chefs d'État et de gouvernement gardent l'illusion que seuls ils sont plus capables de tirer leur épingle du jeu, mais c'est une illusion. Mais Guillaume Rottier, on le sait bien, Angela Merkel a été convaincue à ce plan de relance. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'elle a réalisé que face à l'ampleur de la crise, comme le mentionne M. Lamberts, l'Allemagne ne pouvait pas s'en sortir seule et ne pouvait pas répondre seule aux défis qui seraient présentés. Il y a aussi tous les éléments de transition écologique, de transition numérique, de défis de place de l'Europe dans le monde et place de l'Allemagne, en l'occurrence pour Angela Merkel, face à la Chine et aux États-Unis, où le meilleur investissement pour l'Allemagne, c'est en fait d'investir dans l'Europe. Et je pense que ça a été un des facteurs clés qui l'a amené à se dire que cet emprunt commun pourrait être bénéfique pour tout le monde. Maintenant que sa situation économique est un peu plus difficile, elle y va? Avant, elle ne voulait pas? Elle se rend compte que l'avenir de l'Allemagne ne sera prospère que si l'Europe est prospère. Alors, on parle d'Angela Merkel, on va justement s'intéresser aux personnages, comme dans toutes les bonnes histoires à suspense, il faut de bons personnages. Voici le casting de ce sommet. On vient de le voir, Angela Merkel, l'Allemagne préside l'Union depuis le 1er juillet. On voit qu'elle a brisé un tabou en acceptant que des fonds soient empruntés à grande échelle au nom de l'Europe, créant une dette commune. C'est Angela Merkel qui est à la manœuvre et qui est le personnage principal de cette histoire, de ce sommet? C'est clairement un personnage clé. C'est aussi un personnage clé parce que c'est le chef d'État qui a le plus d'expérience des sommets européens et des négociations budgétaires et de tout ce que ça implique. Elle a effectivement en ce moment la responsabilité de la présidence tournante. Elle a été à l'initiative avec le président Macron et la présidente de la Commission von der Leyen de cette idée de plan de relance. Donc oui, c'est un personnage central. Donc Angela Merkel, personnage central. Philippe Lamberts, on a Mark Rutte ensuite. Depuis le départ des Britanniques, le Premier ministre néerlandais fait figure de chef de file des États dits frugaux, Pays-Bas, Autriche, Danemark, Suède. Ils ne contestent pas le principe, mais ils veulent voir quelles sont les modalités. Est-ce que la priorité, c'est vraiment de convaincre Mark Rutte d'un mot? Je pense que c'est celui qui a décidé d'être Monsieur Non. Et contrairement à ce que vous dites, je pense que ceux que vous appelez les frugaux, mais qui sont simplement les résistants au plan commun, en fait, ils en contestent le principe. Parce qu'ils disent on veut quelque chose de beaucoup plus petit et surtout, on ne veut pas de subsides. On veut uniquement qu'à la limite, l'Union européenne serve d'intermédiaire entre les États membres et les marchés financiers. Autrement dit, nous empruntons pour leur compte et puis nous leur reprêtons l'argent. Et ça, c'est nier le sens même de ce plan de relance commun. Donc, en fait, ils en contestent également la nature. Je voudrais revenir un instant sur le qualificatif que vous avez utilisé, les vertueux et les non vertueux. Je me demande vraiment où nous mène ce genre d'approche moralisante. Qui est vertueux lorsque l'Italie
à la différence de tous les autres pays de l'Union européenne, accueille par centaines de milliers les migrants, qui est vertueux quand les Pays-Bas volent chaque année des dizaines de milliards d'euros de recettes fiscales aux autres États membres. On voudrait nous faire croire qu'il y a d'un côté des États vertueux qui gèrent bien leurs finances publiques et d'autres qui sont des tricheurs. Je rappelle que c'est l'Allemagne qui a couvert le Dieselgate, c'est l'Allemagne qui continue à résister à la transition écologique. Et donc je pense qu'il faut sortir de cette idée moralisante. Je pense que tous les États membres blessent l'intérêt général par certaines de leurs actions et tous les États membres contribuent potentiellement à l'intérêt général. Et donc, en effet, certains c'est d'une manière, d'autres c'est d'une autre manière, mais tant qu'on considère qu'il y a les bons et les mauvais, on ne sortira pas de l'auberge. Alors, si relance il y a, il faudra qu'elle soit verte. Le pacte vert, l'un des projets phares de la Commission européenne, sera au cœur du plan européen. La présidente Ursula von der Leyen a tenu à le rappeler dès l'ouverture du sommet ce matin. À partir du moment où l'Europe est capable de se tenir unie et de dépasser cette crise du coronavirus, avec un budget européen convaincant, avec cette nouvelle génération européenne, nous avons l'opportunité de dépasser cette crise, mais aussi de moderniser notre marché unique et notre union pour faire avancer le pacte vert européen. Et alors, ce jour est d'une importance capitale. Philippe Lamberts, je rappelle que vous êtes coprésident du groupe des Verts au Parlement. Cet accord sera vert ou ne sera pas ? Non, je veux dire, on peut avoir un plan de relance qui nous ramène au business d'hier. C'est une possibilité. On sait que les résistances, notamment justement de l'Allemagne d'Angela Merkel, de mettre le Green Deal européen au cœur du plan de relance, elles demeurent aujourd'hui. Et donc ce sera une bataille. Mais pour nous, elle est évidemment essentielle. Autrement dit, nous devons investir. Nous devons, comme le disait Guillaume Roty, ce plan de relance doit être un plan d'investissement. Ça ne doit pas être un plan de soutien budgétaire aux États membres. Ça doit être un plan d'investissement. Et dans quoi investir, sinon dans le fait de renforcer l'Union européenne face aux défis climatiques, face aux défis numériques, face aux défis géopolitiques et de redonner à l'Europe un peu de résilience dans un monde qui est plein de risques. Mais Philippe et je Lamberts, pense que ça doit être l'orientation. La Commission européenne a fait cette proposition-là. Maintenant, il faut encore la concrétiser dans les textes. D'un mot vraiment très rapide, pardonnez-moi, mais on sait que s'il n'est pas vert, ça va bloquer au Parlement. Je pense qu'en effet, le Parlement a fait de l'orientation verte du plan un des critères essentiels de son acceptation de ce plan. Même question pour vous. Il faut que ce plan soit vert, Guillaume Roty ? En tout cas, à la Commission, c'est notre conviction et c'est un des éléments importants de la proposition qu'on a faite. Au point d'en faire un chantage ? Nous, on n'est pas dans la position de nous, on propose. Et là-dessus, on a eu à un moment dans la crise pas mal de discussions sur est-ce qu'il faut toujours continuer à investir dans la transition énergétique, est-ce qu'on n'a pas d'autres priorités économiques plus urgentes, et on a vraiment cette conviction que c'est avec cet outil-là, avec ce plan de relance, qu'on va transformer l'Europe, qu'on va réussir à répondre à ces défis. Donc il y a la transition écologique, il y a aussi la transition numérique qui est très importante pour gagner en compétitivité, mais tout ça doit être imbriqué et nous, on a mis pas mal de critères et de propositions, des programmes concrets avec des montants importants pour aider aussi l'ensemble des pays européens à réaliser cette transition, parce qu'il y a pour certaines régions européennes, ça demande beaucoup plus d'efforts que pour d'autres. Et tout récemment, dans sa dernière proposition, le président Michel a augmenté l'ambition encore plus du caractère vert de ce plan de relance. Guillaume Roty, merci d'avoir été avec nous. Philippe Lamberts, merci de nous avoir rejoints, d'avoir été avec nous aussi depuis Bruxelles. Merci à vous deux.